Tu passes devant, t'en vois. Alors dans le langage des métalleux, là, ce qui va arriver, ça s'appelle un breakdown. Quand vous voulez, du coup. Gros truc là. Un quoi? Un breakdown, c'est là ce qui arrive, le gros passage guitare et tout. Mais tu peux couper. 8 minutes avec... Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons passer 8 minutes avec Thibaut Hiron. Donc Thibaut Hiron que vous avez déjà un petit peu entendu pendant le Focus Actu du jour, qui est donc doctorant au laboratoire de météorologie physique, comme vous l'a déjà dit Barbara, et qui travaille sur le sujet de thèse suivant, étude de l'impact de la nucléation des particules de glace sur l'évolution d'un nuage. Voilà, on rentre dans le vif du sujet, donc je vais laisser Thibaut se présenter un petit peu comme d'habitude et nous commencer par nous parler peut-être un petit peu de son parcours qui l'a conduit à être en thèse sur ce sujet-là. Bonjour à tous. Alors, pour arriver en thèse, j'ai passé mon bac. Jusque-là, ça va. Après, j'ai fait 3 années de prépa au Mans puis à Rennes parce que je voulais voir un peu de pays. Et à l'issue de ma 3e année de prépa, j'ai obtenu le concours de l'ENS Cachan où je suis rentré dans le département de physique. Donc j'ai suivi là-bas les licences puis master. Et au cours de mon Master 1, il m'était imposé de faire un stage à l'étranger. Et ayant déjà passé du temps en Allemagne, j'ai choisi d'aller faire mon stage dans un laboratoire de météorologie et de recherche sur le climat à Karlsruhe, qui est situé un peu au nord de Strasbourg. Et ce stage s'est formidablement bien passé, j'ai bien accroché. Et en revenant en France, au moment de chercher un Master 2, comme beaucoup d'étudiants, finalement, la première direction, ça a été qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir continuer dans cette branche, pouvoir poursuivre le travail que j'ai déjà commencé sur, on y reviendra tout à l'heure, je pense, avec le sujet, donc sur la glaciation dans les nuages. Et donc, au cours d'un workshop en Allemagne, j'avais rencontré l'ancien directeur du laboratoire de météorologie physique. Et donc, sachant cela, j'ai directement cherché en fait le master qui me permettrait de rentrer dans le laboratoire de météorologie physique, ce qui m'a conduit ensuite, à la fin du M2, à pouvoir commencer ma thèse là-bas et pouvoir mettre en place une co-tutelle, puisqu'en fait, sur mes 2 premières années de thèse, j'ai passé une très grande partie de mon temps en Allemagne. D'accord, alors du coup, on apprend peut-être, tout le monde n'est pas au courant, qu'il y a un laboratoire important de météorologie physique à Clermont-Ferrand, qui t'a conduit ici. Donc, on va être un peu chauvin, non? On a du mal des fois à faire venir les gens sur Clermont-Ferrand, alors on présente un peu toute cette diversité. Bon, ouais. Alors après, on va essayer de rentrer un petit peu dans ton sujet de thèse plutôt. Donc, tu travailles sur la météorologie, plus précisément au niveau de tout ce qui est au niveau des nuages, du cycle de vie des nuages. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tous ces mécanismes des nuages et puis plus précisément sur ce que tu étudies dans cette optique-là? Alors, généralement, quand j'ai fait beaucoup de covoiturage à une époque pour faire... J'en fais un peu moins maintenant, mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la France et l'Allemagne et j'ai un peu embêté les passagers avec justement mon sujet de thèse. Et la question première, c'est qu'est-ce qui constitue l'atmosphère? Eh ben, alors on pense au gaz et puis à l'eau. Et on pense pas très souvent au fait que les gouttes ne peuvent pas se former comme ça par un claquement de doigts et qu'elles ont besoin, que la vapeur d'eau pour pouvoir former des gouttelettes a besoin de se fixer à quelque chose. Donc tout ça, c'est les particules d'aérosol qui sont en fait toutes sortes de particules polluantes au sens large, c'est-à-dire ça peut être anthropique ou non anthropique, donc ça peut être des poussières du Sahara, des choses comme ça. Et donc ces petites particules se retrouvent en suspension dans l'atmosphère. Quand je dis petites, c'est-à-dire qu'elles ont une taille qui est entre 1 nanomètre et 1 micromètre. C'est vraiment pas très gros. Alors on connaît tous les PM10, c'est-à-dire les particules qui font qui sont autour de 10 microns, là, celles qui nous polluent la vie. Mais je pense que quand tu dis tous, on n'est pas beaucoup ici à connaître ça, mais bon. Ceux qui, disons que dans les bulletins santé, on parle souvent des PM10. Okay. Toujours est-il que ces particules vont fixer l'eau, et c'est comme ça qu'on commence à développer donc les gouttelettes d'eau qui vont ensuite attirer de plus en plus d'eau. Donc il y a de la condensation qui se fait sur ces petites gouttes. Elles grossissent, et à un certain moment, elles vont atteindre une taille
critique et elles vont être suffisamment lourdes pour pouvoir tomber et pleuvoir. Le problème, c'est qu'à nos latitudes, cette taille critique n'est pas souvent atteinte. Dans 80% des cas, les gouttes ne vont pas pouvoir grossir suffisamment. Et donc, pour expliquer la pluie, on est obligé d'avoir, avant d'atteindre la taille critique, de passer par la glace. C'est-à-dire que une fois que les gouttelettes sont transformées en cristaux de glace, elles ont une capacité à absorber la vapeur d'eau qui est renforcée. Elles vont grossir d'autant plus qu'elles vont atteindre effectivement cette taille critique et tomber, et on va avoir la pluie ou la neige si il fait assez froid comme avant-hier. Alors, l'enjeu là-dedans, c'est de comprendre comment est-ce qu'on forme ces cristaux de glace. Et donc c'est sur ça que je travaille. Et tout ça se forme au niveau des nuages, ou enfin est-ce que la pluie vient vraiment de ces nuages et que l'ensemble de ces gouttelettes ou de ces cristaux se crée sur des masses condensées, ou est-ce qu'il y a différentes altitudes? Alors, à quelle altitude et à quel endroit se fait ce genre de choses Les processus se forment à toute altitude. Alors, la condition première, quand même, pour former au moins les gouttelettes, il faut avoir une sursaturation en eau. C'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment d'humidité pour, quand vous prenez votre douche, vous voyez l'eau qui se fixe sur la glace, il faut avoir les mêmes conditions similaires, enfin, les mêmes conditions dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau ait tendance à aller se fixer dessus. Ensuite, la pluie tombe nécessairement des nuages. J'ai pas d'exemple en tête de pluie qui tomberait comme ça de façon magique. Mais les altitudes sont... Enfin, quelle que soit l'altitude, on peut avoir ces processus. Cependant, les processus de glaciation se situent évidemment en altitude un peu plus élevée, puisqu'il faut avoir une température suffisamment basse. En fait, pour former des cristaux de glace, il faut nécessairement une petite particule à l'intérieur qui va activer. Enfin, pas nécessairement, dans la plupart des cas, une petite particule qui va activer la formation du cristal de glace. Vous pouvez regarder chez vous sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur la surfusion de l'eau. C'est-à-dire vous prenez une bouteille d'eau, vous la mettez calmement dans un congélateur, le bac à glace, vous la ressortez, elle est à -4, -5 degrés, elle est encore liquide. Vous la secouez une fois, la bouteille explose. Alors ça, c'est le phénomène de surfusion, et ce phénomène dans l'atmosphère peut se passer jusqu'à -40 degrés. C'est-à-dire qu'une goutte d'eau pure, une goutte avec aucune particule à l'intérieur, eh bien, elle gèlera seulement à -38, -40 degrés. Donc, vous pouvez bien imaginer qu'entre 0 et -40, il y a quand même tout un trou là-dedans, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et donc, l'enjeu de ma thèse, et de la thèse d'autres personnes dans mon laboratoire, notamment en Allemagne, et un petit peu en France, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que les gouttes vont pouvoir geler à une température entre 0 et -40 degrés. Parce que finalement, pour pouvoir comprendre comment se développe le nuage, comment est-ce qu'il vit, il faut comprendre comment se passe la glaciation. Alors très bien, on est un peu pris par le temps, mais j'aimerais que tu nous dises un peu plus précisément, pour faire ces études-là, est-ce que c'est beaucoup finalement de l'analyse de données? Est-ce que tu vas chercher des données? Enfin, comment, en pratique, je sais que tu fais du code, tu fais peut-être beaucoup de choses sur l'informatique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment tu étudies ça en pratique, presque au jour le jour dans ta thèse? Alors, il y a les trois domaines. C'est-à-dire qu'on fait de l'analyse de données. Enfin, soit on regarde avec des avions et on passe à travers les nuages pour mesurer ce qu'il y a à l'intérieur des nuages. Il y a des données de laboratoire. Alors, dans mon laboratoire allemand, on a une chambre de simulation. Oui, on a 80 mètres cubes dans lesquels on met de l'atmosphère, on simule un nuage et on regarde comment ça se comporte. Et enfin, il y a de la simulation, c'est-à-dire de la simulation sur ordinateur. C'est-à-dire qu'on définit un nuage, on lui donne des paramètres et on regarde selon la façon dont on définit la glaciation dans le nuage, comment est-ce qu'il va se comporter. Ok, super. Bon, vu l'heure, on va devoir s'arrêter sur ces paroles. Donc vraiment, c'est intéressant. Si vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas à nous contacter via le Facebook de l'asso, via notre site, etc. pour en savoir plus sur Thibaut et sur tout ce qui se passe dans les nuages. Et on va du coup terminer cette chronique. Je vais annoncer la musique choisie par Thibaut, qui est Lost Ground de Lemon Preachers. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Super dur d'être concis en fait. Ah, c'est pas bien. C'est le cas. Alors par contre, les IPM... Ça bouge, ça bouge. Les PM. Ça bouge beaucoup. Non, mais je pensais... Après, avant, là, moi, je trouve que c'était très bien. Je préférais une petite impression. On reste dans ce sujet-là. C'est plus dur quand le micro est allumé. Non, parce que hier, j'ai entendu mon frère à la radio, c'est pareil, ça fait bizarre. Et c'est encore plus bizarre quand on s'écoute après. Ouais, ça fait bizarre. Barbara, elle n'a pas compris en tropical, par contre. Non.